bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Donc je vais parler aujourd'hui du régime Mind, donc Mind, esprit, cerveau, tout ça, du stress du sportif et de l'alcool, et on va voir aussi d'autres sujets. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se reconnaîtront, qui ont laissé un témoignage sur mon site. Enfin, ils se reconnaîtront ou pas d'ailleurs, mais je vais essayer de citer au moins les prénoms. Donc il y a Alex, il y a Fabrice, un autre Alexandre, Ulrich, Hervé, Laurent, Kevin, Tom, Vince, Geoffrey, pardon, Alex, je pense que c'est encore Kevin, et c'est tout là pour cette vague-là. Donc j'ai eu beaucoup de super témoignages, hyper agréables à lire. Je vous en remercie beaucoup. Ça me touche, et vous savez maintenant que sur internet, les avis, les témoignages, toutes ces choses-là, ça compte beaucoup, pour quand on est présent sur le web. Donc merci d'avoir pris la peine de rédiger vos témoignages là. Ça me touche beaucoup. Deuxième chose, que je voulais vous dire, alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé, si je faisais un Patreon. Alors non, je ne fais pas de Patreon pour la simple et bonne raison, alors peut-être que ça changera un jour, je sais pas, mais pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà mieux qu'un Patreon, c'est l'espace VIP sur mon site où, c'est mensuel, et là vous avez la garantie d'avoir un contenu VIP, donc l'équivalent d'un truc Patreon, pour les contributeurs, mais toutes les semaines. Toutes les semaines, vous avez un cours vidéo. Vous avez également une newsletter VIP qui arrive tous les vendredis matin ou après-midi selon la période de diffusion, avec des tas de découvertes que j'ai eues dans la semaine, des études, enfin tout est vulgarisé, tout est mis au propre pour que ça vous fasse un petit journal, parce qu'il n'y a plus beaucoup de magazines de muscu en France, et ça vous fait un petit journal des actualités, enfin des choses à savoir en fait, que ça soit de mon côté en style de vie ou même dans la littérature scientifique ou autre. Donc c'est pour ça que j'ai pas lancé de Patreon, parce que justement il y a l'espace VIP sur mon site. Voilà, donc on reste dans le thème des FAQ. Alors j'ai sorti la FAQ 29 ce week-end, où on parle de Yakult. Alors Yakult, je sais pas comment on prononce ça. Rapport de force de protéines véganes versus protéines classiques, etc. Donc des tas de questions que vous m'avez posées, j'y réponds. Donc le lien est dans les notes de l'épisode là, si vous voulez aller voir cette FAQ. Et comme ça, on peut commencer directement le podcast. Alors, petite chose avant de démarrer le premier thème sur le régime MIND pour réduire les risques de déclin cognitif. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, et les animaux de compagnie, souvent on leur donne des croquettes, on essaie de prendre la meilleure qualité possible en fonction du budget et tout ça, et quelques friandises. Bon, je sais qu'il y a des teams où ils leur donnent que de l'alimentation naturelle et tout ça, mais bon, bref, chacun fait comme il peut, comme il veut, dans le respect de son animal. Et je regardais moi les boîtes de, vous savez, les petites friandises que vous donnez à un chat. Il y a marqué dessus, enfin moi en tout cas celle que j'ai pris dans un magasin bio en plus, enfin un magasin, vous savez, dans une pépinière, je sais pas comment on appelle ça, un magasin genre Jardiland et tout. Eh bien il y a marqué 30 max par jour. Donc c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à 30 friandises. Alors au-delà, ça doit pas être bon pour sa santé et tout. Est-ce que vous avez vu des limitations comme ça sur un paquet de Chocobon, un paquet de M&M's ou un paquet de Smarties pour l'homme? C'est-à-dire que les animaux de compagnie en France, ils ont des doses max de friandises, et nous, les humains, on les a même pas. Et c'est quand même fou. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais il y a pas de, pour l'animal, on prend plus de précautions avec les animaux de compagnie
qu'avec l'humain. Il y a pas, les seuls trucs où il y a des doses max, je crois, c'est sur les trucs sans sucre, où on va vous mettre des édulcorants parce que ça peut vous détruire un peu, le transit, quoi. En gros, vous avez la courante, quoi. Mais sinon, regardez un paquet de M&M's et tout ça, alors je suis obligé de citer plusieurs trucs pour pas attaquer qu'une seule marque, mais M&M's, Smarties et j'ai dit quoi? Malteser ou il y a quoi d'autre en billes là comme ça? Bon, Kit Kat, voilà, j'ai des rêves quand même, hein. Eh bien, il y a pas ce dose max, par jour, 30, parce qu'en fait, ça mettrait, enfin bon, voilà, je pense que j'en ai dit assez. Vous voyez où je veux en venir et c'est étrange et j'aime bien avoir ce genre de réflexion parce que ça montre bien que, heu, si parce que le chat n'achète rien en fait, hein, nous on achète. Donc si on bridait le consommateur, ce serait problématique pour le chiffre d'affaires. Et c'est pas du complot, c'est du business. C'est là où c'est juste, voilà, la différence, elle est là. Suivre le régime MIND pour réduire les risques de déclin cognitif. Donc un régime alimentaire riche en légumes à feuilles vertes, céréales complètes et poissons pourrait réduire le risque de déclin cognitif selon une étude publiée dans la revue Neurology en septembre 2024. Alors elle a été menée auprès de 14 145 participants d'âge moyen de 64 ans à peu près. Et l'étude révèle que ceux qui suivent le régime MIND, eh bien, en combinant en fait, le régime MIND, alors ça qui combine le méditerranéen et le DASH. Alors le DASH, c'est, de mémoire, c'est pour l'hypertension, hein. Donc le régime MIND et le régime méditerranéen et le régime DASH combiné, ça donne le régime MIND. Eh ben, il présentait un risque de déclin cognitif réduit de 4% par rapport à ceux qui s'en éloignaient. Donc 12%, donc ceux qui mangeaient moins proche de ces habitudes alimentaires-là. 12% des personnes consommant peu de ces aliments ont développé des troubles cognitifs contre 10% dans le groupe suivant étroitement ce régime. Donc les chercheurs ont noté un bénéfice plus prononcé chez les femmes et les participants noirs. Alors là, c'est intéressant, encore une fois, de voir les différences en fonction des individus. Euh, Cependant, il souligne que ces résultats sont des associations et non des preuves d'un effet protecteur direct du régime. L'étude suggère que des ajustements alimentaires simples comme intégrer plus de légumes, poissons et noix pourraient ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Ces résultats sont toutefois limités aux populations noires et blanches plus âgées et nécessitent davantage de recherches pour être confirmés dans d'autres groupes. Alors, c'est intéressant que ça fonctionne chez les personnes plus âgées, puisque c'est à ce moment-là où on a envie de pas quitter la Terre tout de suite. Donc, et donc de rester sur Terre et surtout de ne pas avoir de perte de mémoire et tout. Mais comment dire? Le problème, c'est que ces choses-là se travaillent, assez tôt dans la vie. Et quand je dis assez tôt, ça veut pas dire, en fait, j'aime pas le mot prévention parce que prévention, ça veut dire, faire en sorte que la pathologie n'arrive pas et tout et en France, on a abîmé le mot prévention. Prévention, ça veut dire faire des choses sans avoir, forcément de résultats et puis dans la prévention, le doute s'installe très facilement. C'est-à-dire que quand on va prendre une bonne habitude de vie, on va si en l'absence de pathologie et en l'absence de résultats, par exemple, quelqu'un se dit: «Tiens, je vais faire, de manière préventive du sport et mieux manger». S'il voit aucun effet, sur son niveau d'énergie ou sur sa santé, il va très vite douter de ses efforts. Alors que c'est génial, hein, de bouger, de marcher, de bien manger, enfin, je veux dire, il y a même plus besoin aujourd'hui, pour vous, moi, on le sait. Mais il y a beaucoup de gens chez qui, un petit doute, du style, «Il faut profiter de la vie, on n'a qu'une vie», ça peut très vite, déraciner les bonnes habitudes et ça, c'est problématique parce que, effectivement, il y a pas besoin d'attendre la pathologie pour s'y mettre. Il y a plusieurs catégories de personnes, mais en règle générale, on va dire que beaucoup, autour de la 40, cinquantaine, vont commencer alors il y en a, c'est plus tard à 60, mais sinon entre 40 et 50, il y en a beaucoup qui vont avoir un petit signal d'alarme. Le médecin qui va leur dire, «Bon, bah, le tour de taille est un peu épais» ou «Votre tension est un peu haute» ou peu importe. Ou «Votre glycémie, elle commence à être, un peu en prédiabète». Enfin bon, des choses comme ça qui vont un peu alerter l'individu
et lui donner des baskets et le chemin de la salle de sport et des magasins bio et de l'alimentation entre guillemets «saine». Heu et on peut le faire en amont. Et tous ces trucs-là, régime Mind, régime DASH, régime méditerranéen et tout, nous, on a tendance, alors nous, vous, moi, non, mais globalement, il y a des gens les gens ont tendance à l'utiliser comme un traitement, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont malades. Alors que c'est avant qu'il faut prendre les bonnes habitudes, pour justement éviter d'avoir des grosses complications. Ce qui ne va pas éviter de disparaître un jour, hein, ni éviter une pathologie. Mais peut-être que la pathologie sera adoucie. Et moi, c'est en ça que je trouve du sens à bien manger, à faire du sport et tout, c'est qu'au moins, ce qui a été fait, bah, ça a retardé, le la fatalité, quoi, le tragique ou l'absurde ou comme, vous l'appelez comme vous voulez, quoi. Et moi, j'ai pas forcément envie d'avoir le déclin, d'avoir un déclin cognitif, heu et puis il y a pas mal de je serais curieux de savoir si on peut faire un pont entre toutes les thérapies, bah, que ça soit la médication aujourd'hui, on sait qu'elle est très, très, importante autour de l'anxiété, de la dépression, du burn-out, enfin toutes les pathologies mentales. Est-ce que justement cette approche alimentaire qui soutient le cerveau, et les cognitions, la cognition ou je sais pas comment on appelle ça, et forcément, un cerveau mieux alimenté, c'est un cerveau qui enfin, c'est un t le terrain sera forcément plus fertile qu'avec, du mauvais engrais et donc c'est quelque chose qui peut et puis, même si ça reste tabou, l'anxiété est enfin, si vous voulez voir le niveau d'anxiété des Français, vous prenez la route, pendant aux heures de pointe et vous verrez que on est loin d'être détendu. Donc l'anxiété est quand même généralisée, on va dire, non pas en termes de pathologie, la anxiété généralisée, mais en termes d'observation, hein. Il y a une généralisation de l'anxiété ou du tempérament, soucieux à l'extrême, on va dire et bah, toutes ces approches alimentaires-là, à mon sens, ça peut être, profitable aux gens qui souffrent de ce genre j'ai envie de dire de problématiques, de l'ordre du mental quoi, en gros. Je sais c'est bizarre de dire ça, mais, disons que faut toujours comparer à l'inverse. C'est-à-dire que, est-ce que, ça viendrait à l'idée de guérir avec de la junk food et toutes ces choses-là? Non, en fait et c'est vrai que de manger sainement, vu que ça veut rien dire, hein, pour beaucoup de personnes, il faut donner un cap à ce qui est sain et ce cap, en fonction de la pathologie, il peut prendre diverses directions, mais quand même, souvent, ça se rejoint sur les mêmes caractéristiques, quoi. Bon, j'en parle dans tous les podcasts, donc vous savez de quoi je veux parler. Bref, stress sportif, alimentation insuffisante chez les athlètes universitaires. Donc c'est une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Penn State qui révèle que le stress lié à la pratique sportive de haut niveau, donc chez les athlètes universitaires, entraîne des comportements alimentaires malsains et une sous-consommation de nutriments, notamment durant les périodes de stress intense de la saison compétitive. Donc 53 athlètes de division universitaire ont participé à l'étude, incluant des nageurs et des coureurs de fond. L'étude montre que le stress est à son plus haut niveau pendant la saison et avant les compétitions. Ce stress intense est associé à des attitudes alimentaires malsaines comme la restriction calorique, qui augmente le risque de déficience énergétique, de troubles alimentaires et de blessures osseuses. Et les athlètes féminines en particulier risquent de souffrir de perturbations du cycle menstruel dues à un apport calorique insuffisant. Les chercheurs ont constaté qu'en dehors de la saison compétitive, lorsque le stress sportif diminue, ces corrélations s'effondrent. Ils suggèrent que les entraîneurs et programmes sportifs aident davantage les athlètes à gérer leur stress durant les périodes intenses pour préserver leur santé. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, vous n'êtes pas tous athlètes de haut niveau, je sais, ok. Mais quand même, heu, ce que ça montre là, c'est qu'un stress je vais vous prendre un cas plus concret de la vie de tous les jours. Vous êtes au boulot, bon, tout va bien, voilà. Vous avez envie de vous mettre en forme pour un mariage ou pour, la saison des maillots de bain, donc vous allez vous mettre un peu au régime
Et ce régime, vu que vous avez pris un petit peu de retard, alors là, c'est plus la période, mais ceux qui vont partir cet hiver dans les pays chauds, peut-être que c'est un objectif qu'ils vont avoir. Eh bien, vous êtes peut-être pris un peu en retard, donc vous avez envie de serrer un peu plus fort la vis sur le régime. Donc vous allez être en déficit calorique assez sévère, un peu trop par rapport à la raison. Et donc du coup, le moindre stress dans votre quotidien, donc que vous arriviez très bien à gérer, en temps normal, là, devient un petit peu plus lourd à porter. Ce stress va engendrer forcément des frustrations, enfin parfois une frustration qui aura envie d'être compensée, par la nourriture. Donc vous allez encore plus vous restreindre sur les périodes de restriction et plus compenser sur les périodes de compensation. Donc c'est là que peut s'inscrire, par exemple, ce qu'on appelle un TCA, un trouble du comportement alimentaire ou trouble des conduites alimentaires, mais de l'hyperphagie. Rarement de la boulimie, même s'il y a parce que la boulimie, c'est quand il y a compensation, donc vomissement, laxatif ou excès de sport ou jeûne. Là, c'est des petites compensations comme du jeûne ou de l'hypocalorie un peu plus forte, quoi. Mais bon, il faut voir que la blessure, elle va être plus à même de se produire, des risques de perturbations dans les cycles menstruels chez la femme, en fait, c'est les problèmes de troubles, les troubles du comportement alimentaire, c'est ce qui est le plus, de toute façon, les troubles de comportement alimentaire, j'ai envie de vous dire, très souvent, ceux qui sont liés, je vous dis, au régime, comme ça, hein. Je vous parle pas de la vraie pathologie, qui n'a rien à voir avec le régime, mais qui est vraiment une dimension mentale pure, hein, en fait, hein. Le trouble de comportement alimentaire induit, par la pratique de la musculation et d'un régime trop restrictif, celui-là, en règle générale, je dis bien en règle générale, j'essentialise pas, il se renverse quand on remange un petit peu et qu'on apprend que, manger à sa faim des aliments sains, c'est pas mauvais. Quand ces choses-là entrent dans la caboche et que, l'individu se remplume un petit peu, donc refait un peu de tissu adipeux, c'est surtout ça, hein. En règle générale, ça se régule. Après, les TCA d'ordre mentaux, qui ont vraiment, par exemple l'anorexie, suite à une adolescence difficile ou X ou Y, ça n'a rien à voir avec un petit régime muscu, hein. On est loin de ça et là, il faut aller voir un psychologue, un psychiatre, un psychologue, se faire aider parce que ce sont des pathologies lourdes, qui peuvent, conduire à des fins tragiques. Donc faut pas hésiter à se faire aider, pour en sortir, quoi. Donc ouais, non, moi ça m'intéressait parce que justement le stress, donc s'imposer du stress, alors là au niveau sportif, mais beaucoup d'entre nous, on s'impose une forme de stress. On a envie d'atteindre des objectifs, certains ça va être des temps en course à pied, d'autres ça va être des barres, au développé couché, au squat ou au soulevé de terre. Bon, on s'inflige du stress, plus on va avoir, des comment dire? Un déficit calorique pour ceux qui ont envie d'être en forme, d'avoir les abdos, la peau plaquée sur les abdos et tout. Donc les 2 mélangés, il faut faire attention parce qu'on est plus à risque de blessures, plus à risque de troubles alimentaires et en gros, en fait, on est plus fragile. En voulant se rendre plus fort, on se rend légèrement plus fragile. Donc c'est ce que j'appelle moi le fil du rasoir. J'avais fait des vidéos là-dessus sur mon site et il faut réussir vraiment à gagner de l'équilibre sur ce fil du rasoir parce que au début, on n'a pas beaucoup d'équilibre, on pense qu'on peut tout faire par l'extrême, c'est-à-dire, «Bon, pas de problème, j'ai réussi à être sec, donc la prochaine fois, je taperai encore plus fort, ça ira encore plus vite». Sauf qu'on se rend compte que le corps ne tolère pas ça et que l'esprit, parfois, peut jouer des tours et que de se mettre au régime très restrictif à 20 ans, quand on a l'impression d'avoir la vie devant soi pour faire ses choix de boulot et tout ça, c'est une chose. Faire la même chose à 40 ou 50, quand on a le poids des responsabilités, parfois des enfants, des petits-enfants, c'est plus la même chose. Donc il faut comprendre ça et de savoir que le stress qu'on s'impose va avoir un impact énorme sur la réussite de son régime et effectivement, je suis d'accord et d'ailleurs ça fait des années, moi, mon site, il a été, construit là-dessus. Entraînement, nutrition, mental. La dimension mentale, il faut jamais l'éliminer de l'équation et bon, voilà. Sinon, j'avais mis aussi que, donc, le troisième sujet, les étiquettes caloriques sur l'alcool pourraient aider les buveurs à contrôler leur poids. Donc, il y a une étude,
menée par des chercheurs de l'UCL qui montre que 54 des gros buveurs en Angleterre, pardon, texto qui arrive, juste je coupe. Voilà, c'est donc oui, les 44 déclarent non, pardon, montrent que 54 des gros buveurs en Angleterre seraient prêts à changer leur habitude si des étiquettes caloriques étaient apposées sur les boissons alcoolisées. J'aime bien, ils seraient prêts à changer, mais tant qu'il y a pas ils le savent, mais c'est pas écrit, donc ils changent pas. Donc les buveurs plus légers étaient moins susceptibles de réagir, avec seulement 44 déclarant qu'ils ajusteraient, leur consommation. Et parmi les modifications envisagées, 27 des gros buveurs choisiraient des boissons moins caloriques, tandis que 18 réduiraient leur consommation d'alcool et 17 boiraient moins souvent. Cette étude publiée dans BMJ Open a interrogé 4 683 adultes pour évaluer l'impact potentiel de l'étiquetage calorique sur le comportement de consommation. Et donc les chercheurs ont constaté que 58 des participants jugent que l'étiquetage calorique serait utile, 64 pensent qu'il devrait être obligatoire, tandis que 52 estiment que les pubs et restaurants devraient également afficher ces informations. L'étude conclut que l'étiquetage pourrait jouer un rôle dans la réduction des calories cachées consommées via l'alcool, bien qu'il soit peu probable qu'il résolve à lui seul les problèmes d'obésité et de consommation excessive, sans blague. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je pense que l'information, la connaissance, la prise de conscience permet de, sans forcer, hein, de changer ses comportements. Je m'explique. En fait, souvent, on a des tas de mauvais comportements qui ils sont là parce qu'on sait même pas que ce sont des mauvais comportements. C'est-à-dire que pendant, j'ai pas d'exemple concret, mais quoique, pendant des années, il y a des gens, la margarine, bon, ils mangeaient de la margarine à la place du beurre ou à la place de l'huile d'olive. Bon, c'était margarine. Ils savaient pas que c'était un comportement qui était pas top, quoi. Les huiles, végétales hydrogénées, voilà, ou le beurre, voilà, ils se remettaient pas trop en question là-dessus, quoi. Parce qu'ils pensaient: «Bon, bah, voilà, c'est ça». Ou même les produits laitiers, quoi, à tous les repas, machin. Ils avaient, ce truc comme alors qu'aujourd'hui, on sait au mieux c'est neutre, sinon ça peut être malsain, quoi. Alors pas forcément les produits laitiers, mais certains produits alimentaires. Il y a i ce côté d'aliments industriels qui pourraient mettre en santé, aujourd'hui, je pense que la recherche est plus trop d'accord avec ce constat. On n'est plus sur les aliments naturels, à la limite, mais des aliments, transformés, enfin voilà quoi. Enlevés de leur matrice originelle et tout ça, on n'est plus vraiment dans l'alimentation santé. Et c'est vrai que de prendre conscience de certaines choses, et ben forcément, quand vous achetez, par exemple, je sais pas moi, un soda et que vous savez exactement combien il y a de sucre, de carrés de sucre dans votre soda, parce que vous avez vu 10 fois le post, Instagram, qui montrait le nombre de sucre dans votre soda. Quand vous le buvez, c'est plus la même chose qu'au moment où vous dites: «Ouais, c'est un peu sucré, quoi». Non, non, maintenant vous savez le nombre de carreaux de sucre que vous avez mangé. Et ben, c'est la même chose pour les calories sur l'alcool. Quand vous savez l'alcool, en fait, souvent les gens ils se disent: «C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le foie, mais bon, il y a l'ivresse, c'est sympa et tout». Là, si on leur met: «Ouais, mais t'as tant de calories dans ton verre» et puis si tu rajoutes un soda avec, c'est parce que si c'est un alcool fort, tu tant. Donc c'est pas neutre et bah, si tu essayes de perdre du poids, et c'est pas que les calories de l'alcool, hein, qui font prendre du poids. C'est d'autres mécanismes physio, hein, qui encouragent la prise de poids. Mais quand même globalement, moi je pense que pourquoi on éviterait de mettre les calories? Moi, en fait, les calories, je les mettrais sur tout, il y a pas de raison de pas le mettre, en fait. Et ça c'est dès que de toute façon on essaye de cacher, c'est pas terrible, quoi. Heu, mais bon, c'est pas vous savez, s'il y a des raisons de penser avec des statistiques que ça permettrait à des gros buveurs de baisser leur consommation, bah, enfin, je vois pas pourquoi on le fait pas. Quel est l'intérêt? Hormis un intérêt économique pour la société qui vend l'alcool. Quel est quel est l'inconvénient, je veux dire? Quel est le désintérêt? Tout à l'heure, j'ai dit intérêt, c'est désintérêt ou l'inconvénient d'afficher ça, si ce n'est des pertes de profit? Je sais pas. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'on veut faire de l'argent, en mettant de côté la santé de l'individu.
Et enfin, juste, il faut le dire, hein. Moi, je suis pas forcément contre, hein, je m'en fous. Chacun prend ses responsabilités, mais il faut être capable de le verbaliser, de le dire. De dire: «Oui, nous, notre but, c'est de faire du chiffre d'affaires à mort. Rien à foutre des cirrhoses, rien à foutre du cancer du poumon pour les vendeurs de tabac, rien à foutre de» voilà. Mais il faut être clair. Faut après, on est des adultes, on est capable de l'entendre, hein. Faut dire: «Attention, ça» alors les clopes, ils le savent, hein, c'est marqué en gros dessus, ça clignote en noir, les interdictions là, c'est écrit en gros. Après pour l'alcool, c'est moins je crois qu'il y a un avertissement pour les femmes enceintes dessus, mais il est pas, ça clignote pas quoi, hein. C'est pas en gros sur l'étiquette. Après l'alcool, c'est différent, il y a un côté culture, le vin, tout ça. Mais bon, on n'est pas obligé de faire une grosse étiquette comme ça, on peut garder des belles bouteilles, mais on peut aussi afficher, le nombre de calories. Je veux dire, si on le mettait à côté du nombre de le pourcentage d'alcool, bah, ça choquerait personne. Ça choquerait personne. Bref, ah oui, dans la FAQ 29 là, ça c'est vraiment pour ceux qui souhaitent vraiment progresser et que ça soit aussi bien en entraînement, en muscu, et qui ont vraiment du mal avec la foule d'informations contradictoires qu'on peut trouver à droite et à gauche. C'est vraiment enfin, je peux comprendre, hein, qu'on soit perdu, quand on n'a pas de notion, vraiment de phare comme ça. C'est pour ça que je fais régulièrement des FAQ pour répondre précisément à des questions pointues. Donc enfin, c'est un format calme et posé que je propose. Moi, il y a rien d'excité derrière tout ça. C'est pour ça que justement j'ai trouvé un certain public, des gens qui sont un peu comme moi finalement. Moi, j'aime bien avoir du contenu pédagogique que du contenu, divertissant. J'aime bien me divertir aussi, mais pas sur YouTube, quoi. Je me regarde une série, un film, un spectacle, quelque chose comme ça et après le reste, j'aime bien apprendre. Et bon bref, on a parlé de reprise de l'entraînement après une hernie inguinale, de calcul précis des apports en protéines, d'efficacité des Giant Set pour la prise de muscle, du choix entre la whey classique et la whey vegan, d'équilibre musculaire entre les quadriceps et les ischios avec le rapport de force et bon plein d'autres sujets. Donc si ça vous intéresse d'aller voir cette FAQ, elle est réservée aux VIP, donc l'équivalent des membres, Patreon comme, certains font et vous avez le lien directement dans les notes de cet épisode, voilà. Donc encore une fois, merci à tous pour tous vos retours et tous vos témoignages. Très bonne semaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, ben voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont voilà, sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.